Le sujet à débat du moment dans la communauté oppose la nouvelle génération à l'ancienne. A-t-elle dépassé l'ancienne génération en termes de puissance? Est-ce même logique qu'elle puisse le faire? Cela présenterait-il des incohérences? Pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, quand je parle d'ancienne génération, j'inclus tous les personnages qui ont atteint leur prime et leur decline avant le début de l'œuvre. La génération actuelle, quant à elle, inclura tous les personnages qui sont encore à leur prime au début de l'histoire, ainsi que les rookies qui sont en route pour atteindre leur plein potentiel. Je vais toucher les arguments les plus pertinents de chaque côté avant de prendre position moi-même sur ce débat mythique. Si tu aimes le contenu One Piece, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like pour supporter le travail, et sans plus attendre, commençons par regarder la perspective de ceux qui pensent dur comme fer que la génération de Roger reste indétrônable. L'histoire commence avec cette légende qui est considérée comme le plus grand pirate de tous les temps. Symboliquement, il serait logique qu'il soit aussi la dernière étape à atteindre en termes de niveau, du moins c'est ce que pensent plusieurs fans. C'est en devenant roi des pirates qu'on atteint le niveau de Roger. Avant cela, chaque personnage reste en dessous. Ce qu'il y a de plus près chez les pirates, ce sont les empereurs, qualifiés comme de simples empereurs par Jinbe ou Franky. Roger est aussi mis sur un piédestal tout au long du récit. Kaido cite à Luffy que Roger a pu atteindre le sommet uniquement avec son haki, et il est présenté au début de l'histoire par Baggy comme un homme qui n'a connu dans toute sa vie qu'un seul vrai rival au combat. Un rival qui est connu au début de l'histoire comme l'homme le plus fort du monde. Le personnage qui est selon moi l'un des arguments les plus logiques pour maintenir l'ancienne génération sur son piédestal. Edward Newgate est connu pour deux choses en termes de puissance. Il possède un pouvoir capable de détruire le monde, et sur les mers, on le reconnaît comme l'homme le plus fort du monde. Un monde dans lequel, je rappelle, connaît très bien l'existence de Shanks et de Mihawk, deux personnages souvent utilisés en faveur de la nouvelle génération. Prenons un moment pour nous éloigner un peu des pirates, car la marine contient elle aussi ses propres légendes, celles qui font partie de l'ancienne génération. Et parmi ces légendes, le personnage qui nous intéresse, c'est Monkey D. Garp. Il nous est présenté lors de son introduction comme un personnage ayant été du même calibre que le roi des pirates, information confirmée avant le début de la guerre au sommet, ainsi que pendant le flashback de God Valley, où l'auteur nous montre que Garp n'avait absolument rien à envier à Roger ou Newgate. Dans le chapitre 1126, Kuzan révèle qu'il a tenté de tuer Garp, mais n'a pas pu y arriver. Il a cela dit réussi à capturer Garp avec l'aide de d'autres pirates, et ce de justesse même si Garp était déjà diminué par l'âge. Cela rend le résultat d'une confrontation entre Kuzan et un Garp à son prime assez explicite si on prend Kuzan au mot. Étant donné qu'il a fallu 10 jours à Akainu, le champion de la nouvelle génération du côté de la marine, pour battre Kuzan, il est difficile de le placer au-dessus d'un Garp à son prime. Le chapitre 957, principalement raconté par l'amiral en chef de la marine, présente une nouvelle figure longtemps considérée comme le pirate le plus fort des mers, Rox d'Ixebec. Si Roger, tout au long de sa vie de pirate, n'a jamais pu montrer une quelconque supériorité au combat face à Barbe Blanche, dites-vous que Barbe Blanche avait un capitaine considéré comme le plus grand pirate de son ère. Le rapport de force entre Rox, Roger et Garp n'a jamais été explicite jusqu'à ce que Rox les éclipse complètement grâce au boost du Domi Reversi. Mais on sait que même sans ce boost, Rox fut capable de tuer un amiral de la marine sans trop se forcer. Rox a aussi été présenté par Sengoku comme l'adversaire le plus puissant de Roger, sans que ce soit trop clair si Sengoku parlait spécifiquement de l'incident de God Valley, mais en d'autres mots, ce que Sengoku raconte implicitement, c'est que Rox était plus fort que Garp et Newgate, qui eux sont vus comme les égaux de Roger. Cependant, il y a une dernière légende qui n'a jamais eu l'honneur d'être considérée comme un adversaire du roi des pirates, et qui ne fait donc face à aucun argument pour être mis en dessous de Rox. Le roi Harald est capable de rencontrer Rox à son niveau et il atteindra ensuite un niveau encore plus grand que le capitaine des Rox grâce au pacte qu'il fera avec le gouvernement mondial. En suivant ce schéma, même si on n'est pas d'accord, il est assez simple à comprendre comment est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion que l'ancienne génération reste au-dessus de la nouvelle, toujours en attente d'être dépassée. On a donc quelque chose comme Harald, l'âme de Dieu, au sommet. En dessous, on a Harald et Xebec, suivi de Roger, Newgate et Garp, et finalement des personnages comme Shanks, Mihawk et Akainu. Donc, en prenant les choses littéralement,
il est assez logique de placer l'ancienne génération au-dessus de la nouvelle. Si on peut prouver que Barbe Blanche est plus fort que Shanks et Mihawk, et que Garp est plus fort qu'Akainu et Kuzan, le débat devrait s'arrêter ici, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Ok, non, je plaisante. On va tout de suite parler de la nouvelle génération et des arguments en leur faveur. Des arguments qui sont un peu plus libres à l'interprétation, mais qui peuvent être tout aussi pertinents. Car l'histoire nous prouve qu'avec une bonne compréhension de l'œuvre, on peut souvent être récompensé avant que l'auteur dise les choses explicitement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les partisans de la nouvelle génération existaient bien avant l'apparition du personnage de Loki, que ce soit pour Akainu, Shanks ou Mihawk. L'idée que la génération actuelle soit au-dessus de l'ancienne ne date pas d'hier, même si les raisons qui poussent à cette conclusion diffèrent entre les fans. La conclusion reste la même, alors abordons ces idées. J'aimerais tout d'abord debunk certaines théories souvent utilisées en faveur de ce camp, comme quoi Akainu serait le plus puissant marine de l'histoire. Cette source malheureusement a été prouvée comme complètement frauduleuse. Et avec un peu plus de crédit, l'idée que Mihawk serait l'épéiste le plus puissant de l'histoire n'a jamais été confirmée par le narrateur, mais bien par le personnage de Zeph. Et donc le titre de Mihawk n'est pas un argument absolu pour le mettre au-dessus des épéistes de l'ancienne génération. Cela étant dit, pourquoi certains pensent ainsi? Narrativement, certains trouvent cela simplement logique que les nouvelles étoiles surpassent les anciennes, mais c'est bien sûr une idée trop subjective. On pourrait entendre des fans se demander quel est l'intérêt que Mihawk ne soit pas le plus puissant épéiste de l'histoire, toute timeline confondue, étant donné qu'ils trouvent logique que Zoro soit considéré ainsi à la fin du récit. Compréhensible, mais encore une fois, trop subjective. Le temps nous dira si ce train de pensée se trompe complètement ou s'ils ont pu lire les intentions de l'auteur correctement. Mais il se trouve qu'une section parmi les pros nouvelle génération se base sur des éléments un peu plus concrets. Cela commence avec le personnage de Kaido, présenté comme la créature la plus puissante du monde. L'argument voudrait que Kaido à son prime ait atteint un niveau supérieur à celui de New Gate. En partant de ce prérequis, Shanks, rival de Kaido, et Mihawk, rival de Shanks, peuvent désormais être au minimum autour de New Gate à son prime. Ce qui mettrait maintenant Shanks et Mihawk un cran au-dessus de plusieurs personnages de l'ancienne génération, et pour certains, le titre de New Gate et de Kaido ferait référence uniquement à leur force physique et non à une moyenne générale au combat. Et à partir de là, Shanks et Mihawk pourraient être supérieurs à Kaido. Mais cette information est confirmée lorsqu'on apprend que Shanks a arrêté un Loki plus puissant qu'Harald, et donc plus puissant que l'entièreté de l'ancienne génération. Quant à Mihawk, de par son titre, resterait au minimum au niveau de Shanks, et au maximum supérieur à lui. Et il y a même un groupe parmi les pros de la nouvelle génération qui pense que Mihawk potentiellement serait supérieur à tous les épéistes du passé qui n'ont pas pu rendre leur lame noire. Peu importe comment on découperait la chose, Loki, Shanks et Mihawk seraient alors tous les trois déjà plus forts que leurs prédécesseurs. Quant à Akainu, les pros de la nouvelle génération, pour la marine, gardent en tête qu'on peut facilement présenter les paroles de Kuzan au chapitre 1126 comme de la comédie pour éviter que Barbe Noire le soupçonne. En démontrant que le personnage n'était pas du tout à fond face à Garp, éviter un downscale d'Akainu. Il se concentrerait plutôt sur ce qui est dit de la marine d'Akainu par Jinbei, comme quoi elle est la plus puissante marine qui n'ait jamais existé. Cela pourrait laisser sous-entendre qu'Akainu lui-même a la force nécessaire pour la diriger, avec une prime qui représenterait symboliquement sa puissance, mais aussi que le champion de la marine, comme dans la génération précédente, ne peut pas être trop loin des champions chez les pirates. Ce qui ferait en sorte qu'un upscale de Loki serait alors un upscale de Shanks, qui serait un upscale de Mihawk, le tout étant un upscale d'Akainu. Maintenant, pour désamorcer cette thèse, plusieurs diront que Mihawk se considère plus fort que Shanks, mais moins fort que Barbe Blanche. Pas tout à fait, car Mihawk à Marineford souhaite tester la différence entre lui et New Gate. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais bien un aveu de curiosité. Savoir si oui ou non New Gate mérite son titre et sa réputation. Jaws qui stoppe l'attaque ne reflète pas le niveau de Mihawk, mais laisse plutôt la question qui se posait Mihawk en suspens, en nous montrant que New Gate a des subordonnés compétents prêts à tout pour lui. Surtout lorsqu'on découvre que l'équipage entier de New Gate était bel et bien au courant de l'état aggravant de leur capitaine.
Alors non, Mihawk n'avoue jamais être plus faible que Barbe Blanche, et penser qu'Oda répond directement à Mihawk en donnant à Joz l'opportunité de flex son pouvoir reste une interprétation. D'un autre côté, son clash avec Vista, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, ne représente pas le véritable niveau de Mihawk. Vu que ce dernier ne se battait absolument pas dans l'urgence, ce n'est pas une situation comparable avec Shanks qui sauve sa flotte de Kid, ou bien Roger qui cherchait à sauver Shaki à tout prix à God Valley, mais ne pouvait pas se débarrasser de Newgate. Encore une fois, en faveur de la nouvelle génération, les fans de celle-ci peuvent dire que Shanks, même en étant qu'un simple Yonko, le titre de Roger, roi des pirates, reflète simplement qu'il a trouvé le One Piece. C'est aussi un thème récurrent de One Piece, chaque génération pousse la suivante plus haut, comme dans le sport ou même l'histoire réelle. Alors pour ce qui est des Yonko actuels, ils n'ont pas à être automatiquement inférieurs au roi des pirates, du moins pas en force. Ils peuvent l'être en termes de piraterie jusqu'à la fin du manga, où Luffy sera le seul héritier de cette légende. D'un autre côté, les pros de l'ancienne génération diront que Shanks ne peut pas profiter de l'upscale de Loki jusqu'à ce qu'Oda confirme comment il aurait arrêté Loki, et que pour l'instant, en se basant sur les paroles de Loki, Shanks n'aurait pas accompli ce feat de manière loyale, et certains refusent même catégoriquement de laisser Loki profiter de l'upscale d'Harald, en affirmant que la fin du combat a été donnée à Loki par son père après avoir repris brièvement le contrôle, sans ignorer le boulot que Loki a donné à Harald en forme hybride juste avant. Ils affirment juste que c'est normal de surprendre son adversaire et de prendre le dessus après une montée soudaine de puissance, comme l'a fait Luffy initialement sur le toit d'Onigashima face à Kaido après l'éveil de son Haki des rois avancé. Pour ce qui est de la lame noire, ils peuvent dissocier ce feat de la puissance brute, et pour Akainu et sa puissante marine, ils peuvent l'associer à plus d'argent, une meilleure organisation et de meilleurs effectifs. Alors je pense sincèrement que même si les fans de la nouvelle génération ont de très bons arguments, seul le temps pourra confirmer leurs idées, alors que les arguments de la génération précédente sont plus ou moins ancrés dans l'œuvre. Il est plus difficile de confirmer la supériorité de Kaido ou de Shanks face à celle de Newgate Prime, qui est mise sur un piédestal par Big Mom dans une phrase où elle mentionne le roux et Kaido. Quant au titre de Kaido, eh bien une créature peut souvent être dissociée de la race humaine, même si techniquement les hommes sont des créatures, le titre de Kaido n'englobe pas forcément des personnages comme Newgate. Et c'est pour ça que pour l'instant je reste du côté de l'ancienne génération, mais je pense que l'histoire n'a pas forcément tout révélé sur la génération actuelle. Et si elle s'avère supérieure à l'ancienne, cela ne sera pas forcément incohérent, grâce à certains arguments, peut-être pas encore confirmés, mais quand même solides en faveur de la nouvelle génération. Alors je veux entendre de votre part les amis, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine, allez à plus.